politique malienne favorable au chronogramme des élections au Mali annoncé par le gouvernement avec des propositions d'amélioration. Elle était ce matin face au gouvernement pour échanger sur le sujet. Un mot de justice avec le démarrage des travaux de la deuxième session de l'audience correctionnelle du tribunal militaire de Mopti. Pendant 5 jours, les juges vont examiner 29 affaires correctionnelles. Parmi les infractions soumises, la perte d'armes, la désertion et les violations des consignes. Oxymètre de pouls, un outil de diagnostic rapide des détresses respiratoires chez l'enfant. L'initiative est expérimentée dans les districts sanitaires de Djoila et Markala. Une mission de supervision dans le cadre du projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant vient de séjourner dans ces localités pour évaluer l'efficacité de l'outil. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce journal. Série d'audience à la primature. Le Premier ministre a reçu hier successivement les membres de l'ACEP, Association des éditeurs de presse privée du Mali, et le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes à MRTP. Si les éditeurs sont venus parler de certaines de leurs préoccupations, le patron de la MRTP, Saïdou Pona Sangaré, est venu prendre des conseils auprès du chef du gouvernement. Khadija Toukouni. L'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP a un nouveau président. Saïdou Pona Sangaré a été reçu par le Premier ministre. Il est venu prendre conseil auprès de Choguel Kokala-Maïga pour mieux atteindre les objectifs de sa structure. Monsieur le Premier ministre a assuré son soutien à ma présidence. Les conseils ont été d'ordre tout ce qui concerne la vision stratégique, mais également toute l'importance qu'a cette structure auprès de l'État malien, notamment en ce qui concerne de préserver et d'assurer la sécurité de l'État en tout ce qui a trait à la télécommunication. Après leur élection, le 11 juin dernier, les membres de l'ACEP, Association des éditeurs de presse privée du Mali, sont venus présenter leur bureau au Premier ministre. Les représentants de la presse privée l'ont également soumis quelques-unes de leurs doléances. La possibilité que Monsieur le Premier ministre puisse quand même s'impliquer de manière à ce que la presse qui aujourd'hui souffre énormément puisse bénéficier d'une aide spéciale. Au-delà de ça, aujourd'hui, au sein de notre corps de métier, il y a la nécessité de se réorganiser. Alors pour ce faire, nous avons réfléchi et des textes ont été élaborés qui vont véritablement permettre, après leur adoption, d'apporter beaucoup de changements. Le Premier ministre a d'abord salué les efforts des hommes de médias avant de réitérer le soutien des autorités à ses hôtes. Donc ce que moi je vous conseille, je voudrais vous dire que je suis très ouvert dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de votre organisation. La deuxième chose, c'est que il faut mener les discussions avec le ministre des tutelles. Et lorsque vous allez envisager ensemble des hypothèses de solutions, moi je serais très heureux de vous recevoir avec lui, vous recevoir les résultats de vos travaux et tirer les conclusions qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la presse. Et vous féliciter vraiment de la confiance que vos camarades ont placée en vous et lever le challenge de pouvoir arriver à débloquer l'aide à la presse, de l'utiliser de façon transparente. Les interlocuteurs du jour du Premier ministre disent être très satisfaits des échanges qu'ils ont eus à la primature. Le chronogramme des élections au Mali est désormais connu. Le référendum est prévu en mars 2023, l'élection des conseillers en juin 2023, celle des députés novembre 2023 et le scrutin présidentiel pour février 2024. Cet agenda annoncé ce matin par le gouvernement a fait l'objet d'échanges avec la classe politique. Cette dernière l'a favorablement accueilli avec certaines propositions d'amélioration. Adama Djimde.
Les autorités de la transition avancent d'un pas vers la décrispation de la crise qui les oppose à la communauté ouest-africaine. Elles viennent d'annoncer le chronogramme du référendum et des élections qui doivent mettre un terme à la phase transitoire. Pour ce faire, le référendum est prévu pour mars 2023, l'élection des conseillers juin 2023, celle des députés novembre 2023 et le scrutin présidentiel est prévu pour février 2024. L'agenda ainsi dévoilé est favorablement accueilli par la classe politique. Le chronogramme indicatif me paraît sérieux et suffisamment étoffé. Et le problème qui peut se poser, c'est de voir si tout ce qui a été proposé est faisable en 24 mois. Parce que l'erreur que nous commettons toujours, c'est de mettre beaucoup de choses dans un espace de temps dans lequel les choses ne sont pas réalisables. Donc le programme, de mon point de vue, doit être revu. On doit disposer du programme écrit pour qu'on puisse faire des appréciations. Nous nous réjouissons des avancées notables en matière de réforme, mais aussi de décisions prises par les plus hautes autorités pour en tout cas que le Mali aille enfin vers l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Pour nous, c'est une avancée majeure, étant entendu que les indications qui sont dessus sont une preuve de bonne foi quant à leur volonté d'aller vers des élections. Pour certains expatriés, 30 ans de pratiques démocratiques ont montré les lacunes de la classe politique. Cette rencontre a permis aux partis politiques de soulever certaines préoccupations liées à leur financement, à la sécurisation des élections, au chronogramme détaillé et à l'organe unique de gestion des élections. Ces derniers estiment que le Mali a montré sa bonne foi. Reste à la CEDEAO d'en faire autant afin que les sanctions soient levées. L'adoption et la promulgation de la loi électorale, le décret du président de la transition qui fixe un comité pour la rédaction d'une constitution et toutes ces réunions dont nous venons d'être partie prenante par rapport au chronogramme, au projet de chronogramme qui a été proposé, aussi bien par rapport au référendum et aux différents scrutins que par rapport aux réformes institutionnelles essentielles, nous paraît être des pas significatifs que la CEDEAO appréciera avec nous et que nous pourrions sortir très rapidement de la situation qui prévaut. Pour le ministre de tutelle, cette concertation vise une meilleure inclusivité s'agissant des questions électorales. Ces cadres de concertation s'inscrivent dans cette même dynamique de retrouver un large consensus et sont donc d'une importance capitale pour la réussite de la transition, qui passe par les réformes pertinentes pour la refondation de l'État et l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées. Mesdames et messieurs, la classe politique malienne a toujours été consultée chaque fois que les questions électorales et les réformes politiques et institutionnelles sont débattues. Le contexte actuel de notre pays appelle de chacune et de chacun de nous une unité de cœur et des esprits en vue de sortir notre pays de cette crise multidimensionnelle. L'élaboration et l'adoption de la nouvelle Constitution, l'adoption du projet de loi sur la réorganisation territoriale et ses textes connexes, la relecture et l'adoption des textes connexes aux élections, charte des partis politiques, loi sur le régime des députés, afin d'assurer les meilleures conditions d'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées, ainsi que la réalisation des réformes politiques et institutionnelles prioritaires répondant aux aspirations des Maliens. Un dispositif de suivi du chronogramme impliquant la communauté internationale a été créé par arrêté interministériel. Il faut créer les bases saines d'un nouveau Mali, de ce Mali croix, pour que les générations à venir puissent justement trouver quelque chose de plus consistant. C'est un peu cela que je voudrais dire et saluer votre mobilisation, saluer notre pleine disposition justement à composer cela. Le consensus, l'inclusivité, il en a été question. Et j'avoue qu'en faisant une petite rétrospective, oui, les autorités actuelles de la transition sont allées à la recherche de ce consensus. Il a été également question du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, de son comité de suivi et de la réorganisation territoriale. Ainsi, les régions passent de 8 à 19
1 district, celui de Bamako, 156 cercles, 466 arrondissements et 807 communes. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2022 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 30 juin 2022 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. Adoption du procès verbal de la séance plénière du 30 juillet 2021 et jour suivant. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès de la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique face à ses dévanciers à la tête du département de l'Enseignement supérieur. Le ministre Keïta a voulu cette rencontre pour non seulement rendre hommage à ses prédécesseurs, mais aussi échanger avec eux des préoccupations du département. Mariam Kone. Associer ses prédécesseurs pour un partage d'expériences afin de relever les défis de l'enseignement supérieur, c'est tout le sens de ce déjeuner qui a réuni autour d'une même table les anciens ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit pour le ministre Amadou Keïta d'échanger sur les problématiques majeures ainsi que les projets qu'entend porter son département. Il était tout à fait normal que nous les rencontrions pour leur rendre un hommage mérité pour tout ce qu'ils ont fait à la tête du département. Mais l'autre objectif, c'était aussi de pouvoir profiter de leurs conseils, échanger avec eux sur leur expérience, parce que toutes ces personnalités ont eu à gérer le département à un moment donné et tous ont contribué à faire avancer l'enseignement supérieur au Mali et la recherche scientifique aussi. Donc il était bon pour nous de nous réunir avec eux, d'écouter leurs sages conseils qui nous permettraient justement de pouvoir nous aussi avancer sur les projets que nous avons initiés et aussi avancer sur la gestion donc, de notre enseignement supérieur, de notre recherche scientifique. Cette initiative, une première sous l'égide des ministres en charge de l'enseignement supérieur, est appréciée par ses prédécesseurs. Ceux qui ont passé par l'enseignement supérieur, ceux qui ont passé par l'éducation, appréhendent les problèmes, les situations difficiles de notre pays, peut-être plus intenses encore que tout le monde, parce que ça interpelle directement l'avenir, ça interpelle directement le développement, ça interpelle directement la vie de notre nation. Nous sommes tous les militants de la cause de notre pays, mais de la cause de la qualité des ressources humaines dans notre pays. Donc forcément, nous sommes mobilisables à tout moment. C'est l'objectif recherché, comment nous pouvons être ensemble pour porter l'avancement de l'enseignement supérieur. Et je pense qu'autour de la table, il a eu à écouter les uns et les autres, chacun avec les acquis et aussi certaines insuffisances qui ont fait que des questions sont restées sans solution. Donc en mettant tout ça ensemble, vous avez vu, ils prenaient des notes, on peut vraiment sortir quelque chose de potable. Ce cadre de réflexion et de concertation pour fédérer les différentes expériences devra permettre à notre système d'enseignement supérieur de mieux se porter. Ah oui, carrément, carrément. Deuxième jour des examens du DF à Kati. Le top départ du DF à session de juin 2022 a été donné par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. C'était à l'école catholique Monseigneur Fernand, souvent de Kati. Il a salué les syndicats de l'éducation qui ont su mettre l'intérêt du pays en avant. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, au micro de Saloum Konaté. Je suis particulièrement fier de lancer les épreuves écrites du DF session de juin 2022 ici à Kati, chez moi. Le DF cette année se passe dans des conditions exceptionnelles.
La décision du gouvernement de faire envoyer les ministres dans toutes les régions du Mali témoigne de l'intérêt que la nation y apporte. Je voudrais profiter pour saluer les efforts des syndicats de l'éducation qui ont su mettre l'intérêt du Mali au-dessus de leur propre intérêt. Je voudrais aussi profiter pour saluer tous les partenaires de l'école. Tout à l'heure, une erreur nous a fait identifier le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Il fallait plutôt comprendre colonel Abdoulaye Maïga. Nous partons à l'intérieur du pays. Les travaux de la deuxième session de l'audience correctionnelle du tribunal militaire de Mopti ont débuté ce lundi à Sévaré. Pendant 5 jours, les juges vont examiner 29 affaires correctionnelles et les infractions soumises à l'appréciation du tribunal vont de la perte d'armes à la désertion en passant par le vol, les violations de consignes, les accidents mortels et les blessures involontaires. Boubacar Sankari. Pour cette deuxième session de l'audience du tribunal militaire de Mopti, 29 dossiers impliquant 34 prévenus sont inscrits au rôle. Les infractions soumises à l'appréciation du tribunal sont toutes correctionnelles. Pour cette audience, il y a essentiellement des cas d'accidents mortels ou des cas de blessures involontaires. Il y a aussi des cas de vol et de perte d'armes. Il y a aussi des cas de violation de consignes. Il y a aussi des cas de désertion. Le procureur a saisi l'occasion pour expliquer la compétence du tribunal militaire peu connue du public. Le tribunal militaire est compétent pour juger tous les militaires sans distinction de grade ou de fonction lorsque ces militaires se rendent auteurs ou complices ou co-auteurs d'infractions typiquement militaires ou d'infractions de droit commun commises dans des circonstances particulières qui les mettent dans le cadre de la justice militaire. Le tribunal militaire est aussi compétent pour juger les civils qui se rendent complices ou co-auteurs des infractions reprochées aux militaires poursuivis. C'est une juridiction d'exception et cela à l'endroit d'une corporation socio-professionnelle. C'est pour que les autres Maliens ne se disent pas que les hommes en tenue ne sont pas justiciables. Nous osons croire qu'à l'issue de cette deuxième session, les perspectives seront bonnes pour d'autres sessions et cela va faire manifester la vérité à l'échelle de la société malienne. Les travaux de cette deuxième session du tribunal militaire de Mopti s'étendent sur une durée de 5 jours. Visite du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux successivement à la maison d'arrêt et de correction de Kouloukoro et au tribunal de grande instance de la localité. Objectif, s'imprégner de l'état actuel de ces deux structures. Djemba Moussa Konaté. Le tribunal de grande instance a été la première étape de cette visite du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux à Koulikoro. Sur le tableau d'affichage, à l'entrée, quelques chiffres attirent l'attention du chef du département de la justice. Sur un effectif de 135 détenus, seulement 6 prévenus, 37 inculpés et 92 condamnés. Une performance rare selon Mamoudou Kassogué. Nous avons constaté, et cela n'arrive pas tous les jours, que le nombre de condamnés au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Koulikoro est nettement plus élevé que le nombre de prévenus et d'inculpés. Cela, c'est quelque chose de remarquable. Je voudrais saluer et remercier les autorités judiciaires et pénitentiaires pour avoir fait ce travail remarquable. Nous avons aussi constaté que la prison est très bien tenue. La prison, ce n'est pas un lieu de torture, mais c'est vraiment un lieu où on médite et où on est préparé pour la réinsertion. Le ministre a ensuite visité les locaux de la maison d'arrêt et de correction. Il s'agit de l'infirmerie, des cellules de détention et l'atelier de réinsertion des détenus. Le chef du département de la justice a aussi rencontré le personnel du tribunal de grande instance de Koulikoro pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Dans les 2 services visités, certaines difficultés ont été signalées. Nous avons déjà certaines de ces difficultés dans le cadre de la prise en charge que nous sommes en train de faire au niveau du département, dans notre plan d'action pour la période de la transition.
Donc pour ce qui est des autres difficultés, ça fera l'objet de programmation pour les mois à venir. Le ministre s'est réjoui du travail remarquable de la famille judiciaire à Koulikoro et a exhorté à continuer dans ce sens pour l'atteinte des objectifs de la transition. Nous restons dans le Méguétan. La commune de Madina Sako, dans le cercle de Banamba, bientôt dotée d'un centre multifonctionnel. La première pierre a été posée par le ministre délégué en charge de l'action humanitaire. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes et des jeunes de la dite commune. Le financement est à l'actif de l'ONG Qatar Charity pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko. Le jeu en valait la chandelle à Madina Sako, dans le cercle de Banamba, le terroir du ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, qui a procédé à la pose de la première pierre du centre multifonctionnel de la commune, un rêve des populations qui va se réaliser dans un délai de 12 mois grâce à l'effort financier de l'ONG Qatar Charity à hauteur de 100 millions de francs CFA. Les populations de Madina Sako, particulièrement les femmes, sont très heureuses de cette cérémonie. La réalisation du centre multifonctionnel participe à l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi nous remercions de tout cœur le ministre, le généreux donateur et les autorités de la transition. La réalisation de ce centre composé de 3 salles de formation, une infirmerie, une adduction d'eau potable, une mosquée, une direction, 3 toilettes a été possible grâce à la générosité d'un frère qatari à la personne de M. Saad Ben Ibrahim. Le travail gouvernemental sous le leadership du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre de la transition, Dr Shogel Kokala Maïga, il s'agit de mettre au centre de notre population pour l'ensemble des actions que nous menons. Aujourd'hui, à travers ce partenariat, il s'agit de renforcer la capacité de nos mamans, de nos jeunes en termes de formation et d'assistance médicale. Également dans le centre, nous envisageons de mettre un espace de maraîchage pour permettre de renforcer la résilience toujours des populations démunies. Nous saluons Qatar Charity, plus précisément le donateur Saad Ben Ibrahim. Le ministre Oumarou Diarra a rendu une visite de courtoisie aux légitimités coutumières qui se réjouissent de cette initiative et surtout du retour de la stabilité dans leur commune. Toujours à l'intérieur du pays pour parler de cette autre visite, cette fois-ci effectuée par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à Tombouctou. Un déplacement sanctionné par des visites des infrastructures de DMSA et de la SOMAGEP. Idrissa Goulou Sissoko. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu sur le site des forages réalisés dans le cadre du projet d'adduction d'eau potable avec le concours de la KfW, sise au quartier sans fil de Tombouctou et à la station de pompage. Il s'agissait pour lui de s'enquérir des conditions d'approvisionnement de la ville de Tombouctou en eau potable. Nous avons visité aussi des forages qui sont en cours et qui seront très rapidement connectés au réseau des SOMAGEP. À la faveur de cette connexion, je pense que les difficultés que les populations de Tombouctou éprouvent en matière de fourniture régulière de l'eau vont fortement diminuer. À la centrale de EDM, le ministre a visité les installations techniques et a été édifié sur l'approvisionnement en électricité de Tombouctou par la direction régionale. Une direction qui a reçu les félicitations du ministre quant à la qualité de la desserte de l'électricité dans la ville. C'est la région dans laquelle tout le monde est d'accord que la fourniture de l'électricité est très régulière. Et ça, c'est le lieu de féliciter vraiment les travailleurs, l'ensemble des travailleurs de l'énergie du Mali résidant à Tombouctou. Auparavant, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et son homologue de l'Industrie et du Commerce avaient été reçus par les légitimités traditionnelles de la ville qui ont fait des bénédictions pour une bonne réussite de la transition. Je vous l'annonçais dans les titres. Mission de supervision du projet améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant dans les régions de Dioula et Ségou. Il s'agissait pour ces missionnaires de constater les bienfaits d'un outil de diagnostic rapide de détresse respiratoire chez l'enfant appelé oxymètre de pouls. Le point avec nos envoyés spéciaux à Dioula et Markala, Kumba, Sissé et Taïba Diawiakoui. L'ONG Alima, en partenariat avec l'ONG Terre des Hommes, a mis en place le projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant R. Grâce à ce projet,
44 CESCOM situés dans la région de Dioula et à Markala dans la région de Ségou ont bénéficié des équipements parmi lesquels un outil de diagnostic rapide de détresse respiratoire chez l'enfant appelé oxymètre de pouls. Une mission constituée d'acteurs des deux ONG est venue s'imprégner des activités du projet. La délégation a d'abord visité les CESCOM de Ouakoro et les CCRF de Dioula. Selon les spécialistes de ces structures sanitaires, des centaines d'enfants ont été sauvés grâce à l'utilisation de l'oxymètre de pouls. Quand on se rend compte que l'enfant a vraiment besoin d'une assistance en oxygénation, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être oxygéné à travers un concentrateur d'oxygène, voilà, et le reste des tableaux, on fait une référence vers la structure de prise en charge qui est la pédiatrie, là où nous sommes actuellement. Au CESCOM de Sibila et au CCRF de Markala dans la région de Ségou, les activités du projet AIR ont été également appréciées par les responsables sanitaires. Le projet AIR aussi est venu avec une dotation en médicaments pour le traitement pré-transfert, qui est déjà prédisposé au niveau de chaque CESCOM, mais les sites de recherche ont été prioritaire par rapport à la dotation en médicaments. Le coordinateur du projet AIR au Mali constate un bilan positif sur le terrain. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un outil indispensable dans le diagnostic des détresses respiratoires chez l'enfant. S'il y a recommandation à faire, c'est de faire un plaidoyer à l'endroit du partenaire technique et financier, qu'on se mobilise pour appuyer le système de santé à ce que cet outil-là puisse être disponible dans tous les points de consultation. Le projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant arrive à terme en décembre 2022. Il est financé par United à hauteur d'1,57 milliard de francs CFA. Nous restons dans le domaine de la santé. À Kita, le ministre de la Santé a animé hier une séance d'information et de sensibilisation sur le régime d'assurance maladie RAMED. Une opportunité pour Djaminatou Sangaré d'échanger avec les couches socio-professionnelles et les agents de la santé sur leurs préoccupations. L'Ekita à la correspondance de Mahamadi Aliou Bari. Du processus d'enrôlement au RAMED à la prise en charge des patients ainsi qu'au fonctionnement global des structures de santé dans la région, le ministre et ses interlocuteurs ont discuté sur les préoccupations en matière de santé de Kita. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et d'information sur le processus d'enrôlement des bénéficiaires du RAMED dans le district sanitaire de Kita. Il s'agit d'abord d'informer les acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge, dans la mise à disposition aussi des certificats d'indigence. Au cours de cette rencontre, il ressort que de nos jours, dans la région de Kita, environ 29 000 potentiels bénéficiaires ont été identifiés par les leaders communautaires. Ces opérations de ciblage préliminaire se poursuivent dans 25 communes du district à travers l'implication des responsables communautaires et locaux. La région de Kita, qui compte en ce moment 33 communes, sur ces 33 communes, 5 communes ont déjà libéré leur quote-part. Et ce résultat relativement faible est dû peut-être à une insuffisance de communication et de sensibilisation. Bien avant qu'on arrive, donc le président de la transition est en train de préparer un deuxième lot d'ambulances pour notre département. Donc c'est vraiment sa vision qu'il est en train de mettre en œuvre. Concernant le CCRF, nous sommes dans cette dynamique. On a commencé par Bougouni et par Nioro du Sahel, où les travaux sont en cours pour que ces CCRF soient de véritables hôpitaux, en tout cas du district. L'autre temps fort de séjour quitois de Madame la ministre de la Santé et du Développement social a été la visite dans les structures relevantes de son département où les professionnels ont rappelé les activités quotidiennes ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 509 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 21 patients sont sous traitement. La problématique du travail des enfants au centre d'une rencontre tenue ici à Bamako. Au menu des échanges, le renforcement des actions du comité directeur national sur la protection des enfants. La dite rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du projet Travail pas à faire d'enfants Inaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de partenariat et la mise en œuvre des activités du projet intitulé Travail
pas affaire d'enfants. Il s'agit de développer une synergie d'action dans la gestion des cas de travail d'enfants entre les structures membres. La solution recherchée est de réaliser des actions de plaidoyer au niveau national en faveur des enfants travailleurs vulnérables dans les sites d'orpaillage et les champs agricoles. À travers les présents programmes, nous sommes résolument engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, dont celui à une éducation de qualité, et nous nous activons avec l'ensemble des partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un avenir décent. Le Mali a ratifié la plupart des conventions de l'OIT et traités internationaux sur les droits de la femme et de l'enfant. Malgré cette ratification, la problématique du travail d'enfants demeure encore au Mali. De nombreux enfants n'arrivent pas à concilier école et travail. Du coup, ils abandonnent l'école. Le travail des enfants, bien que interdit par les moins de 14 ans par le Code du travail, qui a fixé l'âge minimum d'admission à l'emploi à 15 ans, de même que les travaux difficiles ou dangereux pour les moins de 18 ans environ, un enfant sur 3 est obligé de travailler au Mali, souvent dans des conditions très difficiles. Malgré les accords internationaux et régionaux signés par le Mali, le trafic et la traite d'enfants restent une véritable problématique. À l'issue de la session, plusieurs recommandations seront formulées pour que l'école soit le meilleur lieu de travail pour un enfant. Le directeur général de l'ORTM, à la tête d'une délégation, a été en visite dans la région de Bougouni. Les responsables de l'office entendent à travers ce déplacement s'enquérir des conditions de travail des agents sur place et échanger avec les autorités régionales dans le but d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec l'ORTM. Jafar Aydra. Cette visite a permis au directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, d'échanger avec les services techniques, les collectivités et les structures privées pour le renforcement d'un partenariat gagnant-gagnant entre sa structure et ses partenaires. La rencontre nous a permis de comprendre en tout cas comment fonctionne l'ORTM et quelles sont les difficultés auxquelles l'ORTM est confronté. Et aussi comprendre tous les efforts que les directeurs et ses collaborateurs déploient. Pour notre part, nous avons dit à l'ORTM que nous sommes une nouvelle région, nous avons beaucoup de potentialités et nous souhaiterons qu'en tout cas il y ait suffisamment de partenariats entre nous. Au sortir de la rencontre de l'étape de Bougouni, riche en enseignements, le directeur général de l'ORTM s'est dit très satisfait. C'est en fait pour diversifier notre partenariat avec les structures des différentes régions. Nous avons compris aussi qu'il était important pour nous, direction, avec le syndicat, de faire ce mouvement pour également expliquer tout ce que l'ORTM peut offrir comme possibilité à certains partenaires qui peut-être souvent par ignorance ou par manque d'information ne savent pas qu'aujourd'hui à l'ORTM il est possible de faire beaucoup de choses. Au-delà des reportages classiques, on a des propositions pour nos partenaires, notamment des magazines, des grands formats, des infos plus et des plateaux d'ailleurs qu'on peut offrir à nos partenaires. Donc nous sommes venus aujourd'hui expliquer tout cela aux autorités de la région, à certains partenaires et ONG, mais aussi leur expliquer tout le processus que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'ORTM pour mettre un accent particulier sur les actions des autorités de la transition. Cette visite a pris fin par la rencontre avec les agents de la station régionale de Bougouni. Adja 2022, une cérémonie religieuse a été organisée à Médine par les responsables chargés de l'encadrement des pèlerins maliens. Il s'agissait pour eux de prier et de faire des bénédictions pour les pèlerins et l'ensemble du Mali. Le Mali qui a besoin de paix et de réconciliation. Écoutons le président de la sous-commission religieuse, Habib Khan, au micro de nos envoyés spéciaux, Mahamadou Kone, Mahamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Diara. Nous n'avons pas eu la chance depuis 2 ans de nous retrouver ici. Donc il s'agissait pour nous d'abord de faire cette lecture de Coran pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance de nous retrouver ici.
Cette lecture du Coran est une tradition que nous avons instaurée depuis plusieurs années sur recommandation de nos autorités religieuses, le ministre des Affaires religieuses, aussi le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui nous ont toujours instruit à chaque fois qu'on se retrouve sur les lieux saints de prier pour notre pays. Comme vous le savez, depuis des années, notre pays traverse des difficultés. Confier les délégations, les encadreurs des pèlerins maliens à Allah subhanahu wa ta'ala, confier les pèlerins maliens de façon générale à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs cultuels dans de meilleures conditions et retrouver leur famille sains et saufs après le pèlerinage. C'est l'étape de Médine aujourd'hui, nous allons voir d'autres étapes à la Mecque, à Mina et à Arafat, et ça a un effet très positif sur les suites des activités que nous menons. L'organisation non gouvernementale IRC, concept anglais qui veut dire Comité international de secours, fête ses 10 ans d'existence au Mali. L'organisation intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la gouvernance, entre autres. Alpha Maïga. Réunis ici pour célébrer un anniversaire, il s'agit du 10e de l'organisation non gouvernementale IRC au Mali. 10 ans durant où la vision de l'ONG est d'intervenir auprès des populations vulnérables dans les zones difficiles d'accès au Mali. 10 ans de présence dans ce merveilleux pays qu'est le Mali, aux côtés des communautés vulnérables, de la santé, de la nutrition, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, de l'éducation, la protection, la sécurité alimentaire, la gouvernance et la réponse aux urgences. C'est dire que 10 ans dans la vie avec la réalisation de plusieurs activités au bénéfice des populations, ça se fait. Un bilan salué par les pouvoirs publics. Pendant ces 10 années, l'IRC, les responsables et leurs agents nous ont montré qu'ils sont là pour soutenir ce pays, le Mali. Les interventions d'urgence par rapport au mouvement de population, je vous dis merci. On le dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît réellement ses vrais amis. Les événements survenus récemment dans le centre, il en a été question. Occasion toute trouvée pour condamner l'acte, prier pour les morts, mais surtout, voir demain un Mali de paix où il fait bon vivre. La Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs du Mali, FENAGroup, vient de tenir sa 6e assemblée générale ordinaire. Durant la rencontre, les participants ont examiné les bilans du bureau sortant et procédé à la mise en place des nouveaux bureaux. Souleymane Sidibé. Amadou Djadje Sankaré est réélu à la tête de la Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs du Mali, FENAGroup. Il dirige un bureau de 30 membres pour un mandat de 5 ans. Le président Sankaré a d'abord ramassé le bilan du mandat écoulé au démarrage des travaux. Nous avons formé nos chauffeurs, parce que ça c'est très important, et nous avons contribué à la relecture des textes. Nous avons assisté le ministère également à la mise en œuvre du règlement 14, et sensibiliser les transporteurs pour qu'ils respectent les lois et les règlements, en particulier sur le paysage et tout ce qui permet d'avoir des routes bien entretenues. La représentante du ministre des Transports a salué les transporteurs pour le rôle qu'ils jouent dans le désenglavement du Mali. Est-il bien encore de rappeler l'importance pour chaque Malien qui doit accorder au secteur des transports, compte tenu de l'enclavement de notre pays et de son éloignement de ses différents ports d'approvisionnement en produits de première nécessité. Pour atténuer les effets de notre continentalité, le gouvernement du Mali s'est doté d'une politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. La mise en œuvre de cette politique nécessite l'implication de tous. Le président réélu lance un appel aux transporteurs pour relever les défis. Il faut qu'on se mette au travail. Tout le monde nous attend. Il y a des défis énormes pour le pays. Et tout le monde sait ce que représente le transport pour le pays, pour un pays enclavé comme le Mali. Au terme des travaux, les participants ont félicité le nouveau bureau avant de faire des recommandations.
Les membres de l'Association pour le développement et la solidarité ADS, en collaboration avec les chefs de quartier de Bamako, ont initié une causerie débat au CICB. L'objectif de ce cadre d'échange est de promouvoir nos valeurs culturelles tout en interpellant la jeune génération à un retour rapide, bien sûr, à nos identités. Saloum Konaté pour les détails. Jeunesse et citoyenneté au rôle de la chefferie traditionnelle dans la stabilité du Mali, c'est le thème choisi par l'Association pour le développement et la solidarité pour cette édition. Dénommée Face au barreau ou causerie patriotique, l'initiative se veut un retour très vite aux valeurs culturelles maliennes. Cette initiative est une très belle initiative. Aucun pays ne peut se construire sans sa culture. On instruit aujourd'hui les jeunes à l'école et on oublie la citoyenneté, on oublie ce que nous sommes. Cette causerie débat voit la participation de plusieurs éminents chercheurs du domaine de la culture. Les chercheurs présents ont tous confirmé que la culture reste et demeure le socle sur lequel repose toute une nation. Au Mali, la chefferie traditionnelle a toujours joué un rôle important dans la gestion des affaires de la cité. Garante de la stabilité et de la cohésion sociale, la chefferie traditionnelle a joué des fonctions multiples, tantôt administratives, tantôt de justice, tantôt de défense et de sécurité, tantôt de sauvegarde des biens et services publics, tantôt de veille sur les us ou coutumes. Elle a vu se concentrer en elle toutes les missions des services publics. Cette initiative s'inscrit également dans la vision du chef de l'État, le président de la transition. Le Mali est un grand pays des hommes d'honneur, le pays qui a abrité les plus grands empires. Mais le Mali, c'est aussi le pays d'une tradition culturelle forte. Les autorités étatiques et coutumières saluent toute cette initiative de l'Association pour le développement et la solidarité. Elles invitent également la jeune génération à s'enraciner davantage afin de mieux valoriser notre culture. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.